Bonsoir à tous. C'est toujours un plaisir pour nous de débattre des questions d'actualité qui touchent la République démocratique du Congo. Et nous avons ce soir deux personnalités politiques qui vont débattre des questions d'actualité de la RDC. Mais avant, j'aimerais d'abord vous dire bonsoir et surtout, merci de rester fidèle à cette émission Débat de la semaine que vous suivez énormément. Et aujourd'hui, nous allons parler de trois sujets qui ont retenu l'attention dans cette émission. Le tout premier sujet a trait donc à la motion contre Matata Ponyo, une motion qui est tombée dans l'eau, comme on le dit, et Matata y a échappé de manière spectaculaire à cette motion à l'Assemblée nationale. Le second sujet a donc trait au bilan du Premier ministre. Juste après l'Assemblée nationale, le Premier ministre a convoqué la presse après 12 mois passés à la primature pour faire un bilan. Alors, est-il négatif ou positif? Nous allons en parler dans cette émission. Le troisième sujet, il sera question de l'ITIE. Vous le savez, la RDC a été momentanément suspendue pour une année de cette structure parce que les entreprises n'ont pas publié les recettes donc, dans le secteur minier comme ces entreprises veulent faire. C'est parmi les exigences de l'ITIE. Nous allons en parler dans cette émission. Invité ce soir, Maître Pati Lendo. Pati Lendo, il est initiateur de l'opposition scientifique. À côté de lui, nous avons M. Jean-Pierre Kambila Kankwende au cadre du PPRD, le parti présidentiel. Maître Pati, j'ai cette première question qui me vient à l'esprit. Pourquoi vous faites appeler initiateur de l'opposition scientifique? Ça veut dire quoi, opposition scientifique? Ben, merci pour la pertinence et la préciosité de la question. Mais opposition scientifique, pourquoi? On est parti d'abord de l'opposition dans laquelle nous avons été et au sein de laquelle nous continuons à évoluer. Mais nous sommes partis de certaines tares dans l'opposition, dans l'homme qui s'est dit opposant, pour essayer de faire quelque chose de nouveau, quelque chose de particulier, quelque chose de plus constructif que ce que nous avons vécu. C'est pourquoi nous avons dit, nous faisons de l'opposition scientifique. Eh bien, le substantif opposition ne saurait plus être défini ici. Scientifique comme qualificatif, eh bien, cela s'entend. C'est-à-dire, nous fondons nos critiques rien que sur base de paradigmes et des agrégats de la science. Est-ce qu'il y a une science, est-ce qu'il y a une université ou une école où on apprend à être opposant? Oh non, il ne faut pas voir ça dans le contexte d'une école ou d'une science. L'opposition scientifique, c'est cette... L'opposition, c'est quoi en fait? Pour revenir. L'opposition, c'est cette structure-là, formelle ou informelle, qui émet des critiques contre le gouvernement. Et mais ces critiques-là doivent être constructives et positives. Il ne faudrait pas que les critiques soient passionnelles, soient personnelles, soient, je dirais, boueuses. Il faut que les critiques soient soutenues par des paradigmes et des agrégats de la science. C'est ce que nous voulons faire et c'est pourquoi nous nous appelons opposition scientifique. Donc, tout en respectant bien la rigueur des concepts, et nous disons que nous qui nous disons opposition scientifique, nous ne saurions pas, en tout cas, partager les mêmes tares que nous décrions à nos amis qui sont au pouvoir. Voilà, merci beaucoup. Vous avez parlé des tares dans l'opposition et vous voulez combattre ces tares et construire une nouvelle opposition que vous appelez opposition scientifique. Et justement, lorsqu'on parle de la motion contre Matata, on a vu même les députés de l'opposition qui n'étaient pas très soudés autour de cette motion pour faire tomber Matata. Alors là, est-ce qu'on peut parler également des tares que vous constatez? Parce que au niveau de la motion, même au niveau de l'opposition, il n'y a pas eu consensus entre les députés de l'opposition. Ben, je vais d'abord dire une chose. Pourquoi nous venons parler? Évidemment, nous venons parler, nous sommes des viviers de la démocratie. Nous constituons en fait par nos réflexions à haute voix la sève vivifiante du système démocratique. Et nous nous disons aussi qu'en venant parler, ce n'est pas une occasion de nous attirer. Comme j'en fais l'objet ces derniers temps de visitations nocturnes de véhicules sans plaque devant ma parcelle. Et là, je pense qu'opposition au pouvoir, de telles pratiques ne nous honorent pas dans un pays qui se veut moderne aujourd'hui. Donc, aux amis de service et de
de la sécurité, de veiller à ce que les véhicules sans plaque ne viennent, ne circulent pas la nuit, en tout cas même pas pendant la journée. Et c'est ça en fait la civilisation dans la gouvernance. Au niveau de, en fait, oui, au sujet de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il y a? Le manque de consensus dans l'opposition. Nous avons dit ceci, il faut que le peuple retient, les téléspectateurs de la télé le comprennent. On ne saurait pas faire de l'opposition si fondamentalement on n'est pas différent de celui qui est au pouvoir. Qui est au pouvoir? Qu'est-ce qu'on reproche au pouvoir? On ne reproche pas au pouvoir le visage des gens. On reproche au pouvoir la manière de faire. Mais dès lors qu'on ne se définit pas par rapport à cette manière-là, tout ce qu'on ferait comme bruit, opposition ou quoi, mais ne serait que de la palisse, ne serait que de la récupération politicienne. C'est pourquoi nous disons, il y a des gens qui vous crient opposition, mais qui ne sont que le pouvoir. Et ne commettons plus cette erreur d'hier, où l'on disait Mobutiste, Mobutu. Mais 15 ans après Mobutu, 15 ans après Mobutisme, on continue à vivre le Mobutisme dans les comportements de certaines personnes, opposition au pouvoir. Donc, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, mais nous réconforte dans notre vision de voir les choses. Nous nous disons, bon, il y a encore des opposants parlementaires qui ne comprennent pas être opposants, c'est-à-dire quoi? Et que si l'on reprocherait aux amis de la majorité aussi, ça se discute, si on leur reprocherait certaines choses, il ne faudrait pas que ces choses-là que l'on reprocherait aux amis de la majorité nous soient encore collées à la peau. C'est ça qui justifie, si vous voulez, la théâtralisation de la vie publique. D'accord. Et le lundi 16, là on parlait du peuple, c'était le summum du théâtre national. D'accord. Voilà, on pose la même question presque la même question à M. Jean-Pierre Kambila. On a vu dans la majorité, lors de cette motion, en tout cas des débats, déjà au départ, les signataires de la motion du côté de la majorité commençaient à retirer leur signature. Est-ce qu'on peut parler de l'irresponsabilité? Est-ce qu'on peut parler de l'immaturité politique? Je ne sais pas si les mots sont si forts que ça. Peut-on parler vraiment de l'irresponsabilité politique lorsque quelqu'un appose sa signature sur un document, s'engage et dire après, bon, j'ai signé parce que, bon, par inadvertance, pour des raisons personnelles, je retire ma signature? Bon, je pense que ça pose problème. Ça pose problème et un problème important. Mais j'aimerais quand même qu'on commence par dire que ceux qui ont retiré la signature ne proviennent pas que de la majorité. Oui. Il y a aussi des gens d'opposition qui avaient signé et qui ont retiré leur signature. C'est vrai que ce n'est pas sérieux. Lorsqu'on est un élu du peuple, on doit être responsable et conséquent. On ne signe pas à la légère pour venir retirer après sa signature. Il faut qu'il y ait une véritable réflexion là-dessus, sur la manière dont nous, Congolais, voulons faire la politique et voulons mener notre pays. Donc là, je crois que c'est clair. Maintenant, j'ai ouï dire que l'opposition, en tout cas les initiateurs de la motion de censure, sont allés en justice. Là va se poser le problème du droit. À ce moment-là, ben, nous attendons de voir. Est-ce que le droit emprisonne quelqu'un dans sa signature, dans une décision qui ne lui engage pas dans un contrat? Bon, c'est au juriste de dire, hein, parce que si je signe un contrat avec quelqu'un, pour retirer ma signature sans que j'ai accompli ma prestation, il se pose problème. Mais si nous sommes dans un cas un peu particulier, un peu spécial, où je pose ma signature, et à un moment donné, je dis je ne suis plus d'accord, je la retire. Bon, le droit congolais va nous fixer. Mais du point de vue moral, du point de vue éthique, je pense, pour ce qui me concerne, que, je viens de le dire, lorsqu'on est à ce niveau-là, qu'on a signé, avant de signer, on réfléchit 4 fois. Et quand on a signé, on retire auprès de la personne à qui on a confié la signature. On ne va pas retirer au président, chez le président de l'Assemblée. On retire auprès de lui, je vous ai fait confiance à vous sur telle chose, je vous prie de ne pas présenter ma signature. On ne va pas demander à la personne du président à qui c'est adressé, non.
Mais dans cette question... Mais ça, c'est une question d'éthique, hein, donc chacun a son éthique. On a tendance à croire ou à comprendre que, ou à s'imaginer que une motion, c'est la fin du monde. Or, dans une démocratie, c'est normal qu'il y ait des motions. La motion, c'est interpeller la personne qui est concernée pour qu'elle vienne s'expliquer et voir des choses à corriger éventuellement s'il y a des erreurs qui ont été commises. Mais en RDC, on a l'impression que quand il y a une motion, bon, c'est la fin du monde, on se bat, il y a de l'argent qui circule sur les manteaux, comme d'aucuns le disent, et on ne veut pas que, bon, les choses aboutissent. Bon, je suis d'accord avec vous que chez nous, nous avons une conception de la motion qui est complètement erronée, à mon sens. Parce qu'une motion peut aussi donner la possibilité à la personne contestée, entre guillemets, de sortir vainqueur par ses explications. Elle peut donner des très bonnes explications qui sont comprises et on comprend qu'en fait, bon, ah d'accord, c'est une occasion qui vous est donnée. D'ailleurs, ça s'est déjà fait hein, ici chez nous. Moi, j'ai vu des ministres qui ont été appelés et dont l'explication en fait, donnée a été d'une telle limpidité que les gens en face n'avaient plus rien à dire. Bon. Ça, c'est clair. Alors, mais il y a aussi une autre chose, c'est-à-dire que chez nous, nous avons banalisé un certain nombre de choses. Vous voyez, lorsque l'on dit l'argent a circulé, on a corrompu des gens. Est-ce que vraiment l'argent a circulé? Est-ce que ces gens n'ont pas eu peur d'autre chose? De quoi? De quoi? Mais parce qu'ils n'ont pas bien réfléchi. Peuvent-ils avoir peur? Par exemple de ceci, c'est une hypothèse. Oui. Hein, parce que je ne suis pas dans leur tête. Mais qu'est-ce qui se serait passé, admettons que si la motion était passée, et puis que les députés aient voté contre Matata, c'est-à-dire pour la motion. Matata démissionne. En fait, Matata démissionnant, sa majorité ayant échoué à l'appuyer, c'est-à-dire qu'elle n'existe plus. Il faut recomposer une autre majorité. Si vous n'arrivez pas à reconstituer une autre majorité, qu'est-ce qui se passe? Vous mettez le président de la République dans l'obligation de dissoudre l'Assemblée nationale. Et lorsqu'on dissout l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recommencer les élections. Vous avez l'argent pour recommencer les élections? Première question. Vous, député X, vous avez la certitude de revenir au Parlement si on recommence des élections chez vous? Non. Voilà, ça par exemple. Quelqu'un à qui l'on dit ça après coup, il peut se dire, mais tiens, j'ai pris un risque inconsidéré. Je n'ai pas très bien réfléchi. Et pour l'intérêt de la nation, c'est-à-dire que s'il faut recommencer des élections, est-ce une bonne chose? Non. Moi, je ne pense pas, parce qu'on n'a pas des moyens. Nous sommes en guerre aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une bonne... Et pour eux-mêmes, personnellement, aussi, la question aurait pu se poser. Mais ils auraient dû se poser ces questions avant. Je ne suis pas en train de défendre ce qui s'est passé, c'est un scandale. Maître Paty, on parle souvent, et on le sait, on vit à Kinshasa, on sait comment les choses se passent. On parle de chantage. Lorsqu'une autorité est convoquée à l'Assemblée nationale, il y a tout un chantage autour de lui. On veut lui faire croire que bon, si il ne sort pas quelques billets de dollars, des francs congolais, bon, on va voter contre lui. Et alors il faut que toute une manigance se tourne ou se trame contre lui. Et toutes ces pratiques-là, vraiment, ça n'honore pas les députés. Et on a vu même ceux de l'opposition, vous l'aviez dit tout à l'heure, retirer leur signature. Il y a eu tout un chantage autour de ça. Mais je vais vous dire une chose. Vous étiez déjà arrivé, je ne suis pas fondé à vous poser des questions malheureusement ou heureusement, mais vous étiez déjà arrivé à vous donner la peine de décrypter l'homme politique congolais. Mais il n'y a que la saleté. Mais je vous dis, à 90%, ce que moi je vois. Et je me réjouis de ce que j'affirme. En me disant que non, je suis encore chrétien, on ne peut pas faire de l'opposition scientifique sans être chrétien. Mais la Bible me dit, tout ce que nous faisons dans l'ombre finit par se voir au grand jour. Là, il faut que les comploteurs de ténèbres comprennent que le jour viendra. Sans nous, malgré nous, avec nous, que la lumière jaillira dans ceux qui font de ténèbres. Ça, c'est compliqué. Mais je vous disais tantôt que vous étiez déjà arrivé de décrypter l'homme politique congolais. C'est de là que tout part. Tout part de là. Et en plus du décryptage de l'homme politique, la manière dont on accède au pouvoir. Si l'homme politique, qu'il soit de l'opposition, de la majorité, bon, il se comporte
de manière peu louable, donc il n'y a plus d'espoir. Mais non! Plus d'espoir. Mais Dieu n'a pas créé que ces hommes politiques là. C'est pourquoi nous venons avec l'opposition scientifique, notamment. Mais qu'est-ce qui Nous vous disons, qu'est-ce il qui y a nous fait un croire problème. Qu'est-ce qui nous fait croire que Il y a vous un êtes problème. différent des autres? Mais justement, c'est ça le grand problème. Qu'est-ce qui nous fait croire que vous êtes différent des autres? Il n'y a pas, voyez-vous, Akeloba avait dit, puisque les aînés ont échoué aux études, les parents se demandent, pourquoi encore se dépenser pour donner de l'argent aux jeunes qui vont aller aux études? C'est là le grand problème de ces pays. C'est ça la magie qu'il faut démystifier dans ces pays. La politique, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est la jouissance politique. Il n'y a rien d'idéal ni de conviction. Vous avez suivi les conseils, le cadre de la majorité, si j'ai bien compris. Mais il vous a dit, pourquoi on arrive au pouvoir? Pourquoi une motion de censure soit-elle? Ferait-elle jaser de gens? Gouvernement ou parlementaire? Pourquoi? C'était une gymnastique élémentaire de la démocratie. Une pratique normale. Rien n'est dit. D'ailleurs, sous d'autres cieux, le ministre lui-même provoque. Le Premier ministre provoque sa prestance devant les élus pour tester, jauger, si vous voulez, sa cote de popularité et pour s'assurer de ce qu'il est sincère dans ses engagements, dans sa manière de faire avec le peuple. Mais ici, ça devient quelque chose de périlleux. On peut même vous abattre parce que vous êtes derrière, vous soutenez cela, vous faites ceci. Donc tout part de la définition de l'homme politique. D'accord, et on vous a aussi compris. Des ambitions que l'on s'est fait. Le pouvoir politique, c'est quoi? Si nous avons compris le pouvoir politique comme une fonction de développement, laquelle fonction doit s'exercer dans un contexte de textes bien régissant le pays, vous verrez que beaucoup de choses ne se feraient pas. D'accord. On va passer au deuxième sujet parce que on a longuement parlé de la motion et du comportement des élus du peuple, les députés. On passe au deuxième sujet sur maintenant le bilan du Premier ministre Matata Ponyo, M. Jean-Pierre Kambila, de la majorité. Comment vous pouvez, je connais déjà à peu près la réponse, mais... Alors, on va me poser la question. Si vous connaissez la réponse, alors... En quoi le bilan de Matata Ponyo serait-il positif selon vous? Qu'est-ce qui vous permettrait de dire que le bilan est positif? Quelles sont, si vous voulez, les actions positives que vous avez notées de ce gouvernement qui est là depuis une année? Enfin, je pense que vous auriez pu me laisser me prononcer moi-même quant à si ce bilan... Non, vous pouvez très bien me la poser, il n'y a aucun problème. Vous savez, 365 jours pour un gouvernement, ce n'est pas énorme. Hein? Chez nous, nous avons décidé de donner 5 ans par législature. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il faut du temps pour faire des choses conséquentes qui laissent des traces. Attendez. 2 ans ou 3 ans? Non. Lui-même, il a fait son bilan. On est obligé de le juger. On n'est pas obligé de... il n'est pas interdit de faire des bilans intermédiaires. Le bilan que fait aujourd'hui son Excellence Monsieur le Premier ministre, c'est un bilan intermédiaire. Son bilan, il le fera. Je ne suis pas son avocat, ni son envoyé. Vous me posez la question à moi. Je vais vous donner mon point de vue. Oui. Bon. Mon point de vue est le suivant. Matata a montré qu'on pouvait faire des choses sérieusement dans ce pays. Il l'a montré. Parce qu'il l'a dit. Parce qu'il a exprimé cette volonté-là. Maintenant, nous attendons à ce qu'il le fasse. Point numéro 1. Point numéro 2. Matata a montré, il est resté dans le prolongement du souci de maîtrise de l'équilibre macroéconomique qui était déjà le leitmotiv du gouvernement Mosito. Il a persévéré sur cette voie-là. Et les résultats sont bons. On ne peut pas dire le contraire. Lorsque un pays, pendant plusieurs années, garde le niveau de sa monnaie à un certain niveau, on ne peut pas dire que ce n'est pas bon. C'est très bon. Aujourd'hui, si j'ai 500 000 francs congolais, je sais que la valeur de cet argent sera plus ou moins la même 6 mois plus tard. Je peux au moins espérer là-dessus. Ça, c'est quelque chose de très bien. La croissance dans ce pays est quand même à 7%, qu'on le veuille ou non. Ce sont là
les fondamentaux importants. Montrer que vous pouvez faire quelque chose. Montrer cette volonté-là. Avoir la maîtrise des équilibres macroéconomiques. Amener ce pays à une croissance. Ce sont là ce que j'appelle moi les fondamentaux, c'est-à-dire ce qui fait la fondation sur laquelle vous pouvez bâtir une politique vers le progrès. Mais seulement, quand vous faites une fondation, la maison elle n'est pas encore faite. Votre fondation peut être très très belle, solide, bien faite, mais la maison elle n'est pas encore faite. C'est ce que nous attendons de Matata. En tout cas, moi, c'est ce que j'attends de lui. Maintenant, ce que j'attends de lui, c'est un peu plus d'imagination dans les programmes politiques. Nous, dans ce pays, nous mangeons du manioc, du maïs et des bananes. J'aimerais que le Premier ministre, que le gouvernement puisse répondre à des questions aussi simples. Quelle est la politique du manioc de notre pays? C'est-à-dire, qu'allons-nous manger demain? Et comment on va faire? Comment on va l'organiser? Quelle est la politique de transport intra-urbain? Quelle est la politique du transport aérien? Quelle est notre politique de transport maritime? Quelle est notre politique de l'enseignement? Comment faire pour que notre enseignement progresse? Nous avons vu l'ancien ministre de l'enseignement supérieur, Dr Macha Komamba. Il avait fait beaucoup d'efforts. Il a montré beaucoup de volonté pour améliorer l'enseignement supérieur de notre pays. Il a été remplacé par quelqu'un d'autre qui se montre aussi rigoureux. Mais au niveau du gouvernement, on veut savoir quelle est la ligne. Parce que maintenant, on en est là. Les fondamentaux, une fois posés, il faut faire. Voilà pourquoi j'ai commencé par dire 365 jours pour un gouvernement, c'est vraiment rien du tout. Ouais. Surtout dans des pays comme les nôtres, où ceux qui arrivent parfois aux responsabilités n'ont pas été préparés précisément pour cette responsabilité-là. Ça va. Je vais revenir sur vous parce que le sujet, on continue à l'aborder. Je retiens que vous demandez les fondamentaux, vous voulez qu'il y ait des politiques sectorielles vraiment de manière claire. Je vais revenir là-dessus. Maître Partilendo, le bilan de manière grosso modo du Premier ministre Matata Ponyo actuellement. Ben, je pense que nous devons nous battre dans ces pays pour que l'accès au pouvoir public, aux fonctions de l'État, ne soit plus synonyme du raccourci au bonheur matérialiste et matérialisant. Voyez-vous, ça c'est très important. Et c'est ça le credo de notre combat. C'est mieux si on s'arrête au matérialiste. De deux. Autre chose. Le conseiller a dit tantôt que 365 jours c'est très peu. Je lui donnerai raison parce que nous sommes au Congo. Mais je peux me permettre d'évoquer le cas de Burkina Faso avec feu Thomas Sankara, dont je saluerai la mémoire en passant. Mais en 2 ans, Thomas Sankara a doublé le taux de scolarité du peuple burkinabé. En 2 ans. Donc 365 jours, c'était la moitié. En 3 ans, Thomas Sankara a fait accéder le Burkina Faso à l'autosuffisance alimentaire. On n'importait plus le maïs, on n'importait plus le makeba, on n'importait plus le foufou. En 4 ans, 3 ans et demi. Donc ne disons pas que 365 jours, c'est rien. Ça, on le dit au Congo. Je vois des gens dans les cités là, 45 ans, ils vous disent qu'il y a moins la moitié. 45 ans, il y avait moins la moitié. Donc au Congo, on pense qu'il y a toujours le temps, on a toujours le temps. Vous dit, maître, anniversaire, mais vous n'avez pas où dormir, mais vous voulez donner l'importance à l'anniversaire. Ça, c'est le Congo. Mais je viens maintenant à la question. Aussi, un autre phénomène qu'il faut conjurer dans le mental politique, c'est l'autosatisfaction. Je suis politicien, acteur, et ainsi de suite, comme vous voulez, mais je me donne trop de peine à lire les politiciens qui ont l'histoire de mon pays, la science, dans la politique au Congo. Si vous réalisez tout le discours du feu le maréchal Mobutu, nulle part vous ne verrez le maréchal Mobutu vous décrire les tableaux du Congo tel qu'il nous l'a laissé. Il était fier de ce qu'il faisait. Il faut que les politiciens comprennent ça. La plus périlleuse des gymnastiques quand vous avez un mandat politique, de ne pas trop se donner des satisfactions personnelles. Il faut apprendre à se remettre en cause pour que la politique c'est un miroir. Et le miroir c'est le peuple. Bon, non, sur le plan pratique. Matata Ponyo dit que bon, l'inflation est de 2%. Voilà. Non, oui. non, laissez-moi vous dire. D'accord, allons-y. Pas dans ce discours. Là, vous mystifiez encore la vie au quotidien. Le plus grand mérite du Premier ministre Matata, ça je le dirais pas sans rire la main dans l'âme,
il a posé des jalons dans le sens de la civilisation de mœurs politiques. Ça, nous le lui concédons. Et il ne faut pas perdre de vue que le choix que le Premier ministre Matata a opéré de ses ministres, ah non, là, il faut que la nation le comprenne. Il a pesé de tout son poids et le résultat, quand je vois des vice-premiers ministres de Mokoko, quand je vois des ministres, non, ils sont, en tout cas, il ne faut pas être de l'opposition pour ne pas reconnaître leur mérite. D'accord, mais j'en viens. La population attend les résultats. On peut être professeur d'université, on peut être intelligent. Nous, la population, nous attendons. C'est ce que je disais tantôt par rapport à l'autosatisfaction. Oui. On nous dit, si j'ai 500 000 $ aujourd'hui, je suis sûr 6 mois après, ça fait que 500 000 $. Mais en matière de monnaie, il y a la valeur faciale et la valeur réelle. C'est 500 000 francs congolais, oui. Mais depuis qu'on a maîtrisé le cadre macroéconomique, il vous est déjà arrivé de voir un peu la balance des prix des denrées alimentaires sur le marché. Comment expliquer cela si ce serait que c'est par la sorcellerie? On a maîtrisé les cadres, la stabilité monétaire. On a ceci, on a cela. Mais le prix ne cesse de prendre de l'ascenseur. Le sac de ciment qui était hier 12 $, mais ce matin c'est à 15 $. Comment expliquer ça? Sur le base de quels paramètres scientifiques? S'il faut parler d'économie. Et en plus, le gouvernement dit il faut ceci, il faut cela. Mais nous l'avons dit ailleurs. Pendant qu'on maîtrise tout, mais la facturation d'eau et d'électricité a grimpé. Dans un pays où le pouvoir d'achat n'existait pas. Voyez-vous, quel peuple, quel citoyen moyen, cadre de la fonction publique, qui ne toucherait que 60 000 francs, on lui fait venir, on lui présente une facture de 40 000 francs d'eau et d'électricité, jumelée. Ça, ce sont des crimes économiques. Entre nous soit dit, de deux. Mais on parle de maîtriser, ça va le peuple. Mais le thermomètre de toute politique, c'est le peuple. Êtes-vous sûr que si vous faisiez balancer les micro-baladeurs, le peuple vous applaudirait de ce que maîtrise, macro, bancarisation, ainsi de suite? Ah non. Et n'oublions pas qu'il y a une suite logique dans ce que nous sommes en train d'affirmer. Le gouvernement nous a dit quoi? Hier, c'était le PPT. Dès qu'on aura atteint le point d'achèvement, vous verrez. Nous continuons à voir. En tout cas, nous, à l'opposition scientifique, nous n'avons encore rien vu. Et nous savons pas, si nous disons des choses qui ne vont pas dans l'assentiment du peuple, nous nous en excuserons. Je reviens à vous, Je vais citer. Oui, rapidement. Permettez-moi. Oui. On est parti du PPT. On continue à chercher les PPT dans la vie au quotidien. De PPT, on est arrivé à la TVA. N'est-ce pas? TVA, on est arrivé à la transformation des entreprises publiques. Parce qu'il faut maintenant que l'État puisse prendre beaucoup d'argent. Mais nous sommes le pays où le peuple contribue le plus. Donc voilà la manière dont nous faisons la politique. Fait de ceux qui ont une parcelle d'autorité de plus en plus riche, comme des députés maintenant. Voilà les jeunes qui viennent d'arriver à la série deviennent un peu joufflus. Et le peuple devient de plus en plus pauvre. Ça, ce n'est pas une bonne manière de faire de la politique. Je reviens à vous, puisque nous sommes toujours en train de parler du bilan du Premier ministre dans cette émission. Le bilan de Matata Ponyo. Deuxième sujet, le bilan. Donc, je pose des questions de fond aussi à Jean-Pierre Kambila, qui a dit de manière assez sincère, vous êtes de la majorité, mais vous dites que vous attendez des signaux clairs sur la vision du Premier ministre par rapport à certains secteurs de la vie. C'est vrai d'être sincère, c'est vrai de le dire, mais nous, la population, nous ne voulons pas attendre de manière indéfinie ces signaux clairs, parce que aujourd'hui, le problème du Congolais, c'est quoi? On le connaît, c'est le social. Pourquoi ne pas commencer par le social pour voir après autre chose? C'est ça le problème. Le problème du social, qu'est-ce qui peut régler le problème du social? Il y a l'agriculture, il y a beaucoup de choses, il y a la création d'emplois, la création des entreprises, mais tout ça, c'est relégué au second plan. L'augmentation du budget, c'est chaque année que le budget augmente. Mais lorsque le budget augmente, mais qu'est-ce qu'on voit en contrepartie par rapport à cette augmentation budgétaire? L'impact sur la population, sur le social, rien du tout. Tout ça, ça suscite beaucoup de réactions et on a peur de l'avenir. Bien, voyez-vous, je ne dis pas que j'attends de... Enfin, ce que j'entends, ce que j'attends du gouvernement, c'est une réponse, une politique globale. Parce que la gouvernance, ce n'est pas seulement des performances dans un ou deux secteurs. C'est une démarche qui vise à satisfaire des objectifs multiples. Voilà ce que je voulais dire. Aujourd'hui, nous avons tous l'impression que les fondamentaux ont été posés. Mais pour qu'il y ait
des avancées sur le social. Il faut qu'il y ait création d'emplois, vous venez de le dire. Il faut qu'il y ait une agriculture qui fonctionne, vous venez de le dire. Mais c'est justement sur ces points-là que nous incitons le Premier ministre à nous donner des réponses. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, j'aimerais quand même réagir un peu à mon compatriote et jeune frère, le maître Lendo. Voyez-vous, maître Lendo participe d'un groupe qui se veut une opposition scientifique. Alors restons scientifiques, c'est-à-dire rationnels, lorsque nous posons des questions. Lorsqu'on me dit, avant, au moment T, vous avez dit que nous attendons les résultats de l'effacement de la dette. PPTE. Voilà. Qu'est-ce que vous en avez fait? C'est une question scientifique, mais abordons-la aussi d'une manière rationnelle. Parfait. Bien, maintenant, j'attends de recevoir 100 francs. Je dis, moi, avec ces 100 francs, je ferai deux choses. Je vais payer le Minerval de mon fils, 50 francs, et je vais acheter des robes à ma fille, 50 francs. Il arrive le moment où je veux payer le Minerval à ma fille, il y a son frère qui est malade. Qu'est-ce que je fais? Quand je suis rationnel, je continue de payer le Minerval et d'acheter la robe à la fille? Ou bien est-ce que je réfléchis par rapport à la raison? Je soigne le malade. Donc je ne suis plus en mesure... Vous parlez de la guerre. Mais je viens, non. D'abord le raisonnement. Oui. Non mais d'abord le raisonnement, parce que lorsqu'on se donne une étiquette, mais c'est lourd à porter. Oui. C'est pas simple de se dire opposition scientifique. Mais il faut porter jusqu'au bout. C'est un fardeau. Voyez-vous? Voilà pourquoi je dis, soyons modestes. Ce pays-ci, on peut donner des promesses. Lorsqu'on donne les promesses, on les donne en fonction des connaissances et de l'analyse que vous avez sur le moment. Aujourd'hui, je vais vous donner un petit exemple. Vous avez deux enfants, vous leur avez promis des choses. Maintenant, boum, il y en a un qui tombe malade. Vous allez dire, non, je vais absolument satisfaire les promesses que j'ai données à mes enfants. Ou est-ce que vous allez prendre une partie de l'argent pour aller soigner l'enfant qui est malade? Quand vous êtes rationnel, disons, et scientifique. Voyez-vous? Oui, on peut comprendre ce raisonnement, mais bon, c'est pour dire lorsque que... les promesses non tenues s'accumulent aussi, même les enfants à la maison vont commencer à se poser des questions. Que Oui, chaque fois, vous avez sauf les adultes, des raisons, sauf les enfants, que non, qu'elle était malade, sauf j'ai pas pu faire non, ci, j'ai pas pu les maladies. faire ça. Non, lorsque la sœur est malade, le frère a vu. Hein. Le frère a vu. Sauf les politiciens qui se voilent les yeux, qui se voilent. Regardez, aujourd'hui, ici, nous sommes en train de parler de la motion de censure du gouvernement Matata, de l'ITIE et de la... C'était quoi votre troisième sujet? Motion. La motion. Voyez-vous, vraiment, soyons sérieux, une minute. Aujourd'hui, est-ce que dans ces trois sujets-là, c'est vraiment le sujet le plus important de la République démocratique du Congo aujourd'hui? Je m'excuse, c'est non. C'est non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Congolais parfois se voilent la face, ne veulent pas regarder les vrais problèmes. Aujourd'hui, ce pays est en danger de dislocation. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, ce pays est en guerre. Il y a une partie de ce pays qui est occupée par des pays étrangers. Qui nous montrent... Aujourd'hui, c'est une réalité que nous connaissons. Non, mais c'est ça. Le pays n'est pas occupé aujourd'hui. Ça fait 10 ans que le pays a des problèmes dans l'Est. Ça fait des années que ça dure. Alors, si on le sait... que vous allez apprendre aux Congolais qu'il y a la guerre dans l'Est. Mais voilà, bravo. Alors, vous savez que... Le peuple le sait. Non, le peuple... Alors, voilà, le peuple sait aussi que lorsqu'on donne une promesse et qu'il y a un problème qui surgit, on doit le régler. Et ces problèmes-là, on ne les règle pas par des discours. On le règle par les moyens qui sortent, on le règle par l'énergie, on le règle par l'intelligence, on le règle en mettant plus d'attention là-bas. Donc, l'attention que je mets ici, je ne la mets pas forcément là-bas. C'est ce que je voulais vous dire. C'est que dans tous les reproches que l'on fait, ne faisons pas semblant que nous ne connaissons pas les problèmes objectifs auxquels nous devons faire face. Voilà, c'est ça que je voulais dire. D'accord. Lorsque vous faites votre motion, pensez que
ce pays-là est en guerre. Quelles sont les conséquences de votre action par rapport aux vrais problèmes qui se posent? Okay, Lorsque vous... Excusez-moi, non. Vous allez expliquer votre théorie. Ben oui, c'est pas une théorie, c'est la réalité. Maître Pati, je ne crois pas que vous puissiez réagir à ce que a dit. Ça fait beau quand on se retrouve, nous sommes au bord politique, mais nous avons des passerelles dans la scientificité. Ça me fait, ça me réjouit. Mais aussi, j'ai vécu en Angola pendant la guerre. Angola fait plus de 22 ans de guerre. J'ai vécu en Angola. Nous prenions du lait pendant qu'il y avait de la guerre. Et ici, j'ai évoqué le cas de Sankara avec le Burkina Faso. Pendant que Sankara voulait relever les niveaux de son pays, ben, il s'est privé aussi des choses. Il n'avait que 3300 francs français comme salaire. Il était même dit à l'époque qu'il était le président le moins payé du monde. Mais il savait pourquoi il se faisait moins payer. Pendant que nous sommes en guerre, mais nous voyons des Prado neuves dans la ville. Pendant que nous sommes en grève, mais nous voyons, il y a 2 concerts de grandes vedettes musicales ici qu'on balance à la télévision. Et je vois des figures de ceux qui nous gouvernent s'offrir à la danse au moment où nous sommes en guerre. La guerre n'est guerre que pour le peuple, parce que PPT, TVA, transformation des entreprises, là c'est le peuple. Les efforts de la guerre, c'est le peuple. Mais je vais aussi le suivre sur ce terrain-là. Nous venions de perdre l'enfant d'un de nos amis avocats, Maître Ouongo, mais que je retire encore ma compassion. Mais nous sommes dans le cimetière de Kitambo. J'ai posé la question, mais comment on a trouvé cet espace? Mais on me dira au cimetière de Kitambo, c'est un policier qui s'est arrangé pour faire ces 2 trous parce qu'il voulait avoir l'argent de loyer, de la garantie locative. Vous voyez un policier qui franchit les stades fermés. J'ai posé la question en tant que patriote, mais comment on est arrivé là? Ah mon cher, on s'est négocié avec un policier, il cherchait l'argent de garantie. Mais si le policier, si le militaire ne se retrouve pas dans les privations que l'on voudrait imposer au peuple, qui se retrouverait? C'est pourquoi nous nous disons, il faut que nous fassions de la justice distributive. Ce n'est pas bon que le peuple continue à demeurer peuple dans la misère. Et vous savez aussi que c'est difficile d'être parent aujourd'hui. Quand il est 4 h du matin à Dachemissi, 4 h du matin, vous ne savez pas que donner à l'enfant. Le conseil l'a si bien dit. Que donner à l'enfant le matin? Que faire pour l'été? Que faire pour votre transport? Mais vous commencez à haïr les premiers cris des coqs. Vous dites, Seigneur, il ne fallait pas que le coq ne chante. Donc le matin, de dire, non, soyons rationnels. Ne faisons pas des choses comme si nous ne vivions pas dans ce monde. Nous demandons au gouvernement, nous aurions voulu que le même privation s'impose aussi au gouvernement. Pourquoi les membres du gouvernement doivent avoir des prados pendant que les pays sont en guerre? Posons-nous cette question. Mais vous savez aussi qu'il y a encore des gens qui s'amusent avec l'argent du trésor public. Des frais de prise en charge sanitaire pratiquement cavaliers. À l'étranger en plus, on ne contrôle pas. Si vous êtes sorti avec les frais du trésor public pour vos soins de santé. Mais quand vous revenez, nous avons encore les collèges de, comment on appelle ça, la Cour des comptes, nous avons encore l'inspection générale des finances. Mais comment on veut confiner ces 2 structures-là, plus que démocratiques, plus que regardantes dans la gestion de la République, au moment où nous voulons aspirer à une gouvernance rationnelle, comme l'a si bien dit mon aîné ici. Mais comment voulez-vous que nous tolérions cela? Donc il y a un problème. Ne disons pas qu'il y a la guerre. La guerre, elle est là pour nous tous. Okay. Mais partageons-nous aussi les affres de la guerre de manière juste. Il n'y a pas de raison. On a compris votre pensée. En gros, que vous vouliez réagir à ce qu'il a dit. On va passer au 3e sujet. Vous savez que la RDC a été suspendue pendant 1 année de l'ITIE pour n'avoir pas publié les chiffres de recettes de certaines entreprises extractives. Cela ne peut pas... ça tombe très mal pour le gouvernement, pour la majorité. Cela fait peur aux investisseurs qui se disent, bon, voilà, il y a encore des choses qui ne marchent pas. Pourtant, nous voulons que les investisseurs arrivent pour pouvoir réguler le chômage, qui va aider Matata à présenter peut-être dans 2 ans un bilan beaucoup plus meilleur. Écoutez, je ne suis pas fier que mon pays soit suspendu de la liste des pays qui participent à l'ITIE. Clair. Mais il y a une chose que nous devons comprendre, l'ITIE n'a rien à voir sur cet aspect des investisseurs. Les investisseurs ne viendront pas au Congo parce que l'ITIE dit ceci ou dit cela. Non. L'ITIE, c'est tout simplement une ONG qui a pour fonction de contrôler l'exactitude
entre ce que disent les entreprises qui travaillent dans ces domaines-là. Ils disent, nous avons payé à l'État congolais 1000 $. L'État congolais doit dire, oui, j'ai reçu les 1000 $. On compare, ah bon, c'est ok, c'est transparent, les entreprises ont vraiment payé, les entreprises n'exploitent pas. Voilà le rôle de l'ITIE. Maintenant, quand est-ce que l'ITIE se fâche? Quand les deux chiffres ne concordent pas. Si ceux qui ont payé disent, nous on a payé 1 200 000, et puis on regarde à l'État, l'État dit non, moi j'ai reçu seulement 800 000. Oh. 400 000. Ils sont partis où? En fait, de la mauvaise gestion. Voilà, c'est là le problème. C'est-à-dire qu'il y a quelque part quelqu'un qui a triché. Et il faut qu'on sache. Ça, c'est l'intérêt du Congo. Ce n'est pas l'intérêt de l'opposition, l'intérêt de X, Y. Non. Il y a un problème. Il y a des gens qui disent, nous, on a payé 200 millions de $. Il faut qu'on les retrouve. S'ils ont menti, c'est-à-dire qu'ils veulent tricher dans leur pays d'origine. Parce que souvent, ce sont des entreprises étrangères qui travaillent dans les mines chez nous. Ils disent, ah, au Congo, on a payé tel niveau d'impôt. Alors que ce n'est pas vrai. Ça, je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Ça peut être pas vrai. Mais laissez contrôler. Voilà pourquoi l'ITIE eux-mêmes sont prudents. Voilà pourquoi ils disent, on suspend pour une année, on va voir. Mais ce n'est pas pour ça que les investisseurs ne vont pas venir. Ne mettons pas, comment on dit, ne dessinons pas le diable sur la muraille. Il ne s'agit pas de ça. Ça, c'est seulement un système pour qu'il y ait transparence dans ce que payent les entreprises, notamment minières. Il faut qu'on sache. Mais ça, moi, je le réclame aussi. Je veux savoir où sont passés les 88 millions. Gérard. Ah, mais c'est important. Parce que c'est l'argent qui rentre chez nous. Il faut qu'on sache. Maître Pati, on va terminer avec vous. Parce que Je suis congolais. Maître Pati. Vous avez vu les délices de la scientificité quand on a en face. Vous aimez bien le mot scientifique. Bien sûr. J'ai payé pour avoir. Contentons-nous de vie rationnelle. Ouais. On termine avec vous. Je me réjouis en tout cas d'être étudiant avec Juste mon une vieux. minute pour terminer. Oui. Je suis aussi expert en droit minier. J'y ai passé plus de 7 ans au cadastre minier. Je m'y connais dans ce que je vois. J'aurais voulu que cette question de l'ITIE puisse être débattue dans un cadre beaucoup plus spacieux. Mais voyez-vous, comme une minute, on ne sait pas ce qu'on va dire. Mais l'ITIE, en plus de ce que vient de dire mon aîné, c'est qu'on veut en fait impacter les richesses minières dans le développement du pays. On veut mettre seulement un miroir. On vous dit, voilà, on vous a payé 1 million. Même si l'ITIE, c'est une ONG. L'ITIE n'a pas un pouvoir contraignant. Mais l'ITIE vous remet en fait devant votre miroir. Monsieur Kaven avait le conseiller a dit 80 millions, il faut quand même qu'on voit clair. Voilà. Mais là aussi, il y a un problème. Mais vous avez suivi la presse. Dans la démocratie, c'est que la presse écrit. Mais il ne devrait pas être resté seulement dans le papier. On exploite ça, nous les personnels politiques, la presse elle-même ainsi que les gouvernants. Mais la presse venait de faire il n'y a pas très longtemps une situation alarmante de 3 ou 4 entreprises minières qui ont refusé de rendre compte leurs données. Ils ont refusé ces entreprises-là. Et la presse avait même dit, tirer une sonnette d'alarme, comme on dirait, en disant, mais vous porterez le chapeau de la sanction contre la République. Maintenant que nous sommes suspendus, le conseiller a dit, et ce n'est pas une gloriole pour la RDC. Que nous soyons encore une fois, nous avons été mal cotés, nous avons été déjà ceci, on est encore suspendu de l'ITIE. C'est comme si on est poussé par les Sinendiens. Il faut que nous ouvrions l'œil pour voir. Mais c'est... Bon. Voilà, on n'a que 45 minutes pour cette émission, très intéressante. Merci en tout cas, je dis merci à Maître Pati Lendo. Il est initiateur de l'opposition scientifique, une opposition rigoureuse. Et merci beaucoup. Je dis merci également à M. Jean-Pierre Kambila, Kankwende, au cadre du PPRD. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.